Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Aiming. Je suis Judith Tavilla, directrice de la communication corporate. Merci de nous rejoindre aujourd'hui à notre webinaire sur le baromètre international de l'innovation 2022 d'Aiming. Je vais passer la parole dans une minute à notre modératrice et à nos intervenants. Avant cela, je souhaite partager avec vous quelques infos. Le baromètre international de l'innovation d'Aiming est maintenant à sa 3e édition. La raison de son succès continu est la simplicité que nous avons créée dans un domaine rempli d'embûches imprévisibles et de réglementations différentes. Depuis que la pandémie a frappé, les entreprises ont été confrontées à une adversité jusqu'alors inimaginable. Le changement drastique et rapide de comportements socio-économiques ont obligé les entreprises à adapter leur modèle, tant au niveau de leur fonctionnement que de leur vente. Le problème est que la pandémie a créé un paradigme contradictoire dans lequel l'innovation est plus essentielle, mais aussi plus difficile. Ceux qui réussiront à se tourner vers de nouvelles opportunités fleuriront, tandis que les autres resteront à la traîne. Alors que nous entrons dans l'économie post-Covid, l'innovation sera vitale. Non seulement les besoins de relance des économies est critique, mais plusieurs grands défis nous attendent, par exemple celui de le changement climatique. Or, s'il y a une chose que les innovateurs font le mieux, c'est celui de résoudre les problèmes. Nous devons donner aux entreprises les moyens d'innover, car en fin de compte, c'est sur eux que nous comptons pour trouver des solutions. Tout cela dépendra du financement. Les entreprises doivent avoir accès aux fonds nécessaires pour intensifier leurs activités de research and development. Et nous avons un rôle à jouer pour les aider à s'assurer qu'elles disposent de tous les fonds possibles et qu'elles utilisent pleinement les fonds publics importants qui sont à présent disponibles. Sans plus tarder, je passe maintenant la parole à notre modératrice pour le webinaire, Karima Membarek, qui va vous présenter nos intervenants. Merci encore. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Judita, pour cette introduction. Je suis Karima Membarek, responsable marketing au sein d'Aiming France, et j'animerai avec plaisir ce webinaire aux côtés de nos speakers. Pour commencer, bonjour Magdalena Burzinska. Bonjour. Tu es directrice générale d'Aiming Pologne et tu nous fais l'honneur, en plus de ça, de participer à ce webinaire en français qui n'est pas ta langue maternelle. Merci encore. J'accueille également Bruno Koulmans. Bonjour Bruno. Bonjour Karima. Tu es directeur du département innovation au sein d'Aiming France. Et en troisième, nous avons Guillaume Lavoie. Bonjour Guillaume. Bonjour Karima, bonjour à tous. Tu es responsable des opérations internationales au sein d'Aiming France également. Petite précision avant de démarrer, je vous propose de poser vos questions tout au long de la présentation sur le chat qui se trouve à droite. N'hésitez pas à les poser, nous les prendrons à la fin du webinaire, les unes après les autres. Pour commencer, le premier point que nous allons aborder, c'est l'un des premiers enseignements que nous tirons du baromètre international de l'innovation, c'est l'augmentation de la part des entreprises qui ont conservé leur innovation en interne. Cette année, elles sont 67%, alors que la tendance était à l'inverse l'an dernier. Donc, je vais commencer par poser cette question à toi, Bruno. Quel regard tu portes sur ce sujet? Pourquoi les entreprises internalisent davantage leur innovation et font finalement moins appel aux ressources privées externes? Alors Karima, effectivement, que nous disent les entreprises interrogées dans ce baromètre pour expliquer ce recentrage sur la R&D interne versus l'externe? Ils évoquent principalement des motifs de fiabilité, de simplicité et de rapidité. Donc, en gros, ils parlent d'efficacité. C'est là qu'on se rend compte, en fait, que dans les moments compliqués, par la force des choses, on voit une sorte de repli sur soi et une orientation évidemment plus marquée potentiellement vers le homemade. Donc, ce désengagement de la R&D collaborative avec les acteurs du privé s'explique également, selon moi, par la coupe des budgets externes et la disponibilité, on va dire, accrue des salariés, plus ou moins, entre guillemets, désœuvrés par la période pandémique et le confinement. Donc, on peut facilement illustrer ce point
avec le hausse de la R&D interne chez les ESN, donc les entreprises de services numériques, notamment grâce à la mobilisation des intercontrats. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chômage partiel, néanmoins, les entreprises de services numériques disposaient de ressources, de davantage de ressources pour développer des expertises sur des challenges innovants, par exemple le Green IT ou l'Edge Computing, ou bien pour rendre compatibles et intégrables chez les clients des technologies existantes ou émergentes, type IoT, 5G ou l'informatique quantique, ou d'autres encore. Alors, il est intéressant par ailleurs de noter également que le baromètre mentionne une baisse du recours à la recherche publique par les entreprises, et pas uniquement à la recherche privée, même si celle-ci apparaît plus modérée. On est, je crois, sur on passe de 42% à 35% d'entreprises qui ont eu recours à de la recherche publique d'une année sur l'autre. Donc, si on peut estimer que cette tendance à délaisser le recours aux ressources externes, aussi bien privées que publiques, et conjoncturelles, il faut quand même se méfier des signaux qui sont envoyés par les pouvoirs publics. Et là, je voudrais illustrer un point qui est propre à la France, pour le coup. C'est les conditions d'obtention des agréments privés au titre du crédit d'impôt recherche pour les prestataires de R&D, donc agréments délivrés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Eh bien, ces conditions d'obtention se sont durcies. Et pour les entreprises donneuses d'ordre, les conditions de prise en compte de la recherche sous-traitée dans l'assiette de calcul du CIR se sont également durcies. On sait par ailleurs que pour la collaboration avec les organismes publics, le doublement des dépenses dans l'assiette de calcul du CIR sera supprimé à partir de l'année prochaine. Donc du coup, même s'il s'agit d'une mesure de mise en conformité avec le droit européen lié à la libre concurrence, aucun dispositif alternatif aujourd'hui d'incitation n'a encore été proposé par les pouvoirs publics. Je terminerai parce que malgré ces dispositions peu propices à encourager ce qu'on va appeler la recherche collaborative, on peut parier que pour être en mesure de relever tous les grands défis technologiques de demain, l'intelligence collective restera incontournable. Et je pense qu'on devrait assister par la force des choses à un vrai renversement de tendance, Karima, dans les mois et dans les années qui viennent. Très bien, merci Bruno. Alors, autre élément qui ressort du baromètre, c'est les moteurs de l'innovation. On constate que le court terme est devenu une priorité plus importante cette année, mais pour 57% des personnes interrogées durant notre enquête, ce sont plutôt les tendances à long terme et la demande future du marché qui restent les principaux moteurs de l'innovation. Je rappelle qu'on était plutôt à 38% l'an dernier. Alors Magdalena, est-ce que tu peux nous faire un retour sur ces tendances à long terme et la demande future qui pousse à l'innovation, et très certainement également que tu as des retours d'expérience sur le marché polonais à nous partager? Oui, tout à fait. Donc, vous savez, la pandémie Covid-19 a bouleversé nos vies à tous les niveaux, mais a aussi profondément changé le comportement des consommateurs. Ce sont justement ces changements de comportement qui ont fait émerger les nouvelles demandes et les nouvelles tendances du marché auxquelles les entreprises doivent faire face. Donc, tout d'abord, les clients d'aujourd'hui, et je pense que les clients de demain, le consommateur de demain, veut encore plus de confort, plus de commodité dans sa vie. Donc, on veut acheter les produits et les services sans devoir bouger de chez soi. On veut les recevoir après à nos domiciles à temps et rapidement. Et donc, c'est là, c'est bien sûr encore accentué avec la crise pendant le confinement, et fait émerger un marché de e-commerce, des e-paiements, des e-banking de façon sans précédent jusqu'alors. Il y a une grosse partie des entreprises qui ont dû basculer leurs offres, une partie de leurs offres, sur le virtuel en s'appuyant fortement sur les nouvelles technologies numériques. Donc, prenons les marchés polonais, comme tu as suggéré, Karima. Donc, en Pologne, l'année précédente, donc 2020, les achats en ligne ont constitué 15 milliards d'euros, soit 31% de croissance par rapport à l'année précédente. Et donc, en Pologne, on croît sur ces marchés-là 2,5 fois plus vite que la moyenne européenne. Donc, on est là face à un phénomène sociétal assez fort. Deuxièmement, les clients d'aujourd'hui et de demain veulent plus de proximité. On s'est aperçu pendant le temps de crise que nos chaînes d'approvisionnement sont assez fragiles dès qu'elles sont éloignées géographiquement. Donc, il y a une forte préférence à ce que le produit et les services dont on a besoin soient produits et livrés à côté, dans la proximité immédiate de nos domiciles et de nos entreprises. Donc, plus de confort, plus de commodité, plus de conformité. Il paraît que plus que jamais, le client est roi. Mais si le client est toujours roi, de plus en plus, notre planète devient la reine. Et c'est surtout vrai pour les nouvelles générations
qui sont beaucoup plus soucieuses à la protection de l'environnement et qui font vraiment attention à ce que le produit acheté soit écologique. Écologique au niveau de leur production, de leurs emballages, de leur transport jusqu'à l'utilisation finale. Donc, beaucoup des entreprises ont dû innover pour faire face à cette demande, et tant mieux, parce que le client roi et la planète reine ont toutes les chances de vivre heureux et pour longtemps. Et c'est un très beau couple. Merci beaucoup Magdalena pour ces messages très forts. Alors un autre point qu'on va aborder maintenant, c'est l'une des ressources les plus précieuses pour l'entreprise. Vous l'aurez deviné, c'est le personnel. Le principal facteur qui influence la localisation de l'innovation commerciale, c'est le talent, à hauteur de 26% cette année. Certes, la demande de R&D elle a explosé de par cette pandémie en partie, mais l'offre de personnel pour la réaliser, elle, est en baisse. Alors Bruno, comment on peut expliquer justement que les entreprises soient constamment à la recherche de nouveaux talents pour soutenir leur innovation? Alors ça, c'est un vrai sujet, Karima. On assiste aujourd'hui à une guerre des talents inédite, alors, à la fois dans le monde de la recherche et développement, mais pas que. Lors de cet épisode de pandémie, en fait, on s'est aperçu que beaucoup de jeunes diplômés, voire de moins jeunes d'ailleurs, ont repensé le sens qu'ils entendent donner à leur vie. Et bien souvent, la valeur travail, il prend une place plus secondaire, il faut bien se le dire. Donc, pour surmonter, je dirais, ce phénomène, les entreprises n'auront pas d'autre recours que de repenser leur organisation, flexibiliser le temps de travail et de mettre en place des accompagnements ciblés pour développer et garder leurs talents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moderniser les processus de recrutement, soigner les phases d'intégration, renforcer la formation du management et la formation continue, mais également travailler la marque employeur et la raison d'être de l'entreprise. Les jeunes diplômés recherchent aujourd'hui, et plus qu'avant, j'ai l'impression, des entreprises avec lesquelles ils sont alignés sur les valeurs d'éthique et, comme le disait Magda, qui s'engagent notamment dans la voie de l'innovation durable. Au-delà de cet aspect-là, il existe également un tout autre facteur, on va dire, pour expliquer ce phénomène et qui est, lui, plutôt antérieur à la crise que nous avons vécue. C'est la pénurie des talents formés aux challenges du futur et aux technologies émergentes, on va dire. C'est particulièrement vrai d'ailleurs dans le secteur du digital, où souvent le couple technologie et métier est rarissime et donc cher sur le marché. Demander à un entrepreneur d'aller trouver aujourd'hui un ingénieur IoT dans le domaine des assurances ou un ingénieur formé sur de l'intelligence artificielle appliquée aux chaînes de production, c'est un véritable défi pour lui. Chez Heming, ça se traduit comment? On le voit, car la conséquence est très concrète, c'est que notre practice de talent scouting pour aider nos clients à trouver les bons profils de chercheurs se développe significativement et nous estimons que cette tendance devrait se poursuivre dans les mois qui viennent, Karine. Très bien, merci Bruno. Alors, on va maintenant aborder le point sur la localisation de l'innovation. Pardon, est-ce que je peux juste ajouter un petit accent à ce qu'il vient de dire Bruno? Je pense que c'est assez important sur l'acquisition de talents. Parce qu'on dit souvent que les entreprises qui innovent. Mais finalement, ce ne sont pas les entreprises qui innovent, ce sont les gens qui innovent, ce sont nos équipes qui innovent. Donc, je pense que c'est important de dire qu'il faut vraiment activer tous nos talents, tous nos salariés sur place. Vous savez, la Pologne est 9e économie européenne, mais arrive que 24e en ce qui concerne le niveau d'innovation. Il y a un rapport qui est publié par la Commission européenne tous les ans et nous, malheureusement, tous les ans, on arrive, on est à la traîne à la fin de ce classement. Et c'est précisément pour les raisons qui sont le manque de l'esprit de coopération et le manque de capacité de prise des risques. Et je pense que ce sont aussi ces deux aspects qu'on cherche chez nos futurs recrues. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est en lisant le rapport, il y a quelque chose, il y a un message qui ressort assez fort, exprimé par Tina Karling de Morgan Stanley, qui est l'idée de démocratisation de l'innovation. Et donc, il s'agit de justement activer les ressources sur place, activer nos salariés pour qu'ils puissent participer à la création des idées, aux projets innovants, que l'innovation ne soit pas uniquement l'affaire du président de la société ou de CEO, mais que l'innovation soit l'affaire de nous tous. Donc, activons nos salariés, d'autant plus, déjà sur place, d'autant plus que les nouveaux sont compliqués à trouver. Merci Magdalena. Donc, je vous propose de passer au point justement sur la localisation de l'innovation. C'est une question qu'on a posée à nos
à nos répondants qui nous ont confié que les défis logistiques liés à la pandémie ont fait chuter leur innovation exclusivement internationale. On passe quand même de 11% à 2020 à seulement 2% cette année, alors que l'innovation exclusivement locale, elle, connaît un regain d'intérêt, on passe de 42 à 47%. Alors Guillaume, est-ce qu'on doit comprendre que la stratégie du full international reste encore fragile? Alors, d'abord, il faut se souvenir que ce qu'on appelle l'international only, c'est-à-dire le full international, c'est une situation un peu complexe dans laquelle un programme, un projet de R&D ne peut être que viable que par la mobilisation de ressources sur plusieurs pays ou plusieurs juridictions ou plusieurs géographies. Parce que un seul des pays ou une combinaison plus restreinte de pays n'aurait pas les capacités nécessaires pour faire aboutir le programme ou le projet. On est bien d'accord que l'internalisation, bah oui, elle a démultiplié inévitablement tous les risques de pénurie, de retard de matières premières, de défaut d'approvisionnement, de manque de ressources, de chômage partiel. On a eu aussi très fortement les restrictions de déplacement, de confinement. De la même manière que tout à l'heure, Bruno soulignait qu'il est plus facile de se reconcentrer sur ses propres ressources en interne plutôt que de faire appel à des ressources externes, bah, pareil pour la notion de géographie, on resserre l'effort immédiat sur une stratégie beaucoup plus locale. Alors, c'est une solution, on est bien d'accord, de facilité complètement immédiate. Hein. C'est vraiment vraiment une réaction. La baisse, elle est même, je pense qu'on peut dire, spectaculaire, puisque la quasi-intégralité des pays et des juridictions qui ont été sondés, ils ont tous significativement baissé le full international et augmenté dans la même mesure le local only. Donc c'est une réaction massive, universelle et immédiate. Néanmoins, si on regarde le combo international plus un petit peu de local pour faire avancer un projet, je trouve quand même qu'il tire quand même relativement bien son épingle du jeu, ce qui veut dire que des stratégies très globales, qui ne tenaient que sur du global, se sont transformées en une utilisation beaucoup plus agile des ressources, mais toujours à l'échelle planétaire. Donc la flexibilité devient la norme absolue. On garde un pays qui peut être pilote, mais qui va quand même se constituer une réserve de ressources dans des géographies en dehors de la sienne. Rester près de chez soi, je pense que c'est donc vraiment le réflexe immédiat. Je pense pas non plus qu'il va durer longtemps, même si nos clients ont revu leur copie. On continue à raisonner globalement, hein, c'est ce qui reste la norme pour les groupes internationaux, mais on observe très nettement qu'ils le font très différemment. Merci Guillaume, ce sera aussi un point qu'on pourra suivre à l'occasion de notre prochain baromètre international de l'innovation. On va maintenant aborder le sujet des financements. Alors on le voit sur notre baromètre, hormis le financement interne, toutes les autres formes de financement ont diminué. Par exemple, les crédits d'impôt pour la R&D déclinent. 34% des répondants qui ont recours cette année contre quand même 46% l'an dernier. Donc, on note une forte baisse. Le financement par capitaux propres, emprunts, crowdfunding sont également moins utilisés. Guillaume, est-ce qu'on assiste là aussi à une modification profonde de la stratégie de financement ou on est plutôt sur un phénomène passager dû à cette pandémie? Alors oui, enfin, on a assisté sans vraiment trop de surprise à une remise en question des modèles de financement des projets. À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, il a fallu très en urgence revoir les plans d'investissement, les programmes de R&D, les projets et puis par voie de conséquence réviser les business plans associés. Nos clients nous ont énormément sollicités pendant toute cette période avec une règle absolue et quasi obsessionnelle, c'est recentrer les efforts sur la génération immédiate de cash. Alors, génération immédiate de cash, je ne crois pas non plus complètement au désamour des outils majeurs et historiques comme le crédit d'impôt recherche ou le private equity. C'est juste que ce sont des outils très performants, qui sont très intégrés dans les business models et qui sont quand même relativement, voire très bien maîtrisés par les entreprises. Donc, les sources de financement, additionnellement plus directes, comme Horizon Europe par exemple, qui sont aussi des efforts à plus court terme, n'était pas forcément une bonne réponse par temps de crise. Donc il a fallu trouver
des sources de financement additionnelles, c'est-à-dire aller chercher en plus dans la performance, et ce qui explique peut-être aussi que les outils classiques qui seront un peu passés au second plan, même s'ils étaient quand même utilisés. Bon, on est quand même d'accord qu'il y a eu une petite perte de vitesse. Mais en conséquence, nos clients comme nos prospects, ils nous ont demandé, de maintenir vraiment la performance des financements classiques et on va dire un peu plus rapides comme le crédit d'impôt recherche, mais de les accompagner aussi dans la priorisation des sujets générateurs de revenus à court terme et de revoir surtout leur plan d'investissement pour accéder par exemple aux plans de relance qui soient locaux ou européens. Très bien. Alors, qui dit recours aux dispositifs de financement de l'innovation ou à différents dispositifs mis en place par les gouvernements, dit aussi accompagnement pour sécuriser ces demandes. Alors, on voit dans le baromètre que cette année, le recours aux Big Four, aux cabinets de conseil spécialisés est en baisse. Ça s'explique en partie par le fait que les entreprises ont souhaité internaliser de plus en plus la gestion de l'accès à ces financements. Est-ce qu'on doit, Bruno, tirer des enseignements? Est-ce que est-ce que ça fait écho à ce que tu perçois sur le terrain ou on est là aussi sur une tendance plutôt éphémère? Alors oui, pour le coup, Karima, je pense que nous sommes déjà sur une inversion de tendance et que les coupes ou les gels budgétaires sur les prestations externes pendant la pandémie ont relevé à un moment donné d'un réflexe quasi pavlovien de survie, mais qui n'a pas vraiment de sens. Alors je m'explique. Aujourd'hui, les euros investis par les entreprises auprès des conseils en innovation pour aller chercher des financements sont très souvent dérisoires par rapport aux enjeux visés, qui sont des enjeux pour obtenir les meilleurs financements possibles et de la façon la plus sécurisée possible pour financer les risques pris pour innover. Donc le retour sur investissement, à mes yeux, reste largement favorable pour les entreprises. On l'a vu à l'échelle européenne. On a le programme Next Generation Europe qui a vu sa déclinaison à travers des plans de relance locaux dans la plupart des pays européens. Et là, il a fallu, nous, entreprises de sociétés de conseil en innovation, il a fallu décrypter pour le compte des entreprises les topics qui pouvaient les concerner et être réactifs pour monter les dossiers de demande d'aide, que ce soit sur le volet innovation ou l'accompagnement à la transition écologique. Je rajouterais qu'on a une enquête qui a été menée entre mai et juin 2021 par l'Association des conseillers en innovation, dont fait partie Aiming France, et qui dit que seulement 35% des entreprises interrogées considèrent que le plan de relance est plus facile d'accès que les dispositifs déjà existants. Et ça, ce pourcentage tombe à 19% pour le secteur industriel. On a également 42% des entreprises qui déclarent avoir bénéficié d'un accompagnement par un conseil pour leur demande de financement. Donc on voit bien, les conseillers en innovation comme Aiming, on a quand même joué à plein notre rôle de catalyseur et de facilitateur pour accéder à ces nouveaux financements publics. Et à ce jour, je dirais que près de 80% des dossiers accompagnés par Aiming ont été couronnés de succès, donc ça légitime effectivement les actions qui ont été menées. Bon, alors pour finir, et sans excès, on va dire, d'optimisme, je rajouterais que depuis l'été, sur le volet du conseil en innovation, donc prestation au forfait potentiellement, lors des derniers rendez-vous, on observe très peu de prospects qui nous opposent une véritable problématique budgétaire majeure dès qu'il s'agit d'accompagner l'innovation, que ce soit depuis l'idée jusqu'au marché, et de trouver les leviers de financement adéquats. Alors, je ne vous dis pas, bien sûr, qu'ils ne négocient pas les tarifs, mais on n'a pas une fin de non-recevoir systématique dans nos approches commerciales, carrément. Très bien, merci Bruno. On va maintenant s'intéresser de plus près aux entreprises qui ont connu des difficultés pendant cette pandémie, qui continuent d'en connaître aussi. On a 36% des entreprises qui déclarent avoir un peu innové, tandis que 25% affirment s'être totalement adaptées pour saisir les opportunités offertes par cette crise du Covid-19. Et en ce qui concerne les obstacles, 15% des répondants nous indiquent ne pas avoir innové parce que la survie de leur entreprise était prioritaire. Donc, quels conseils on peut donner aux entreprises qui se sont retrouvées en difficulté? Qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place pour essayer de sortir la tête de l'eau justement et repartir sur le chemin de la croissance? Oui, donc 15% sur près de 600 entreprises qui ont été interrogées pour la fin de ces rapports. C'est quand même 90 entreprises.
et sans doute une centaine de postes de travail en difficulté, en danger. Hein. Donc, et on parle là que d'un échantillon qui montre malheureusement une tendance générale. Donc, pour répondre à cette question, je m'appuie sur une donnée qui était déjà largement commentée par Bruno aussi bien que par Guillaume, et qui ressort de notre rapport, et qui est celle donc de baisse générale d'utilisation de financement externe de projets d'innovation, de CIR, de subventions, et couplée de recours moins fréquents aux cabinets spécialisés en financement d'innovation. J'ai envie de dire, je comprends que le Covid était dur, très rude pour certains secteurs, et qui est très compliqué de penser à l'innovation, de penser aux projets innovants quand on a du mal à payer le salarié à la fin du mois. Mais je pense aussi que le temps des crises est le temps de recentrage sur son core business, d'autant plus de délégation des tâches qui ne sont pas liées à notre core business aux experts, entre autres justement aux experts par exemple, de financement d'innovation. Il ne faut surtout pas, pendant la crise, se priver d'innover et encore moins des outils de financement qui sont accessibles sur les marchés. Parce que le bon financement, le financement bien adapté aux besoins de l'entreprise peut vraiment sortir l'entreprise de ce cercle vicieux où les urgences quotidiennes de business empêchent l'innovation et à moyen terme et long terme, le manque d'innovation met en péril le développement de l'entreprise. Voilà. Très bien, merci Magdalena pour ce retour. Je crois que tu voulais compléter, Bruno, avec des retours sur la France et notamment des remontées que tu avais du terrain. Alors oui, pour survivre en temps de crise, il faut s'adapter et cette faculté est bien évidemment plus présente, on va dire, chez les PME et les petites ETI plutôt qu'au sein des grandes entreprises ou des grands groupes qui ont plus de mal à pivoter rapidement. Donc parmi ces PME et ces petites ETI, il y a celles qui ont fait preuve d'adaptabilité très rapidement en modifiant en quasi temps réel leur modèle. Alors on a de nombreux exemples qui ont été largement exposés dans les médias. On a des entreprises, une entreprise francilienne qui était spécialisée dans l'emballage plastique, qui est passée en quelques semaines sur la fabrication de masques, mais elle n'est pas la seule, il y en a plein. Ou encore une société, d'ailleurs, qui a participé à notre programme de soutien Innovate for Tomorrow en 2020, qui est la société Intrinsens, une PME du sud de la France, qui est spécialisée dans les logiciels de visualisation d'images médicales et qui a développé en moins de 2 semaines un protocole de lecture scanner dédié au Covid-19. Donc on voit la rapidité de pivotement des entreprises. À contrario, il y a celles, par contre, qui ont anticipé. Alors bien sûr, quand je dis anticipé, c'est inconscient. Ils n'avaient pas connaissance de l'arrivée de la pandémie, mais qui ont pu traverser la crise plus facilement, notamment toutes celles qui ont largement investi dans la digitalisation, que ce soit dans leurs moyens de production, d'innovation, ou pour leur fonctionnement de manière générale, ou encore celles qui ont fait le choix de la relocalisation de leurs moyens de production et d'innovation pour favoriser les circuits courts d'approvisionnement et de distribution. Donc on a eu 2 types en fait d'entreprises qui ont réussi à bien surmonter, voire à profiter entre guillemets de la crise qu'on a traversée. Très bien, merci Bruno. On va voir maintenant la perception de l'innovation des entreprises qu'ont eu nos répondants. On a 69% des personnes interrogées qui pensent que leur entreprise innove suffisamment pour suivre l'évolution de leur marché. Quel est ton avis dessus, Bruno? Est-ce que, d'après toi, les entreprises sont suffisamment ouvertes aux tendances nouvelles sur leur marché ou elles sont finalement un petit peu trop confiantes? Quel est ton avis dessus? Alors, pour le coup, Karima, je pense qu'il s'agit d'une vision relativement complaisante, je pense, de la part des entreprises en situation de crise. En gros, si je suis encore en vie, c'est donc que je vais bien. Oui. Néanmoins, il faut se le dire, beaucoup de chercheurs se sont retrouvés au chômage partiel et du coup relativement éloignés, on va dire, de leurs contraintes quotidiennes pour faire avancer leurs projets. Et pour certains, ils en ont profité pour prendre du recul sur les besoins de leur marché. Ils ont laissé libre cours à leur créativité et sont potentiellement revenus avec de nouvelles idées, de nouveaux projets, parfois plus ambitieux ou du moins mieux adaptés aux besoins des clients. Donc, force est de constater que c'est souvent quand tout s'arrête qu'on se pose les bonnes questions, qu'on apporte les solutions adéquates. Toutefois, méfiance parce que les entreprises ne sont pas toujours forcément au courant des innovations de leurs concurrents. Et donc, elles doivent se méfier des innovations disruptives qui peuvent complètement rebattre les cartes et les mettre plus ou moins rapidement en difficulté.
Et c'est pour cela, je pense qu'on observe, je dirais toujours au quotidien, dans les missions qu'on mène, toujours un besoin latent d'exploration chez nos clients qui nous sollicitent toujours de plus en plus pour des missions d'alignement où on cherche à réconcilier les visions et les envies de diversification en interne qui sont parfois effectivement assez timorés. On nous demande également pas mal de benchmarks, donc vis-à-vis de ce qu'on peut détecter chez les clients de nos clients ou chez leurs concurrents pour aller cibler les nouvelles tendances et les attentes de leur marché. Donc il s'agit selon moi de postures plutôt vertueuses qui permettent de sortir on va dire, la tête du guidon et de relancer encore davantage l'innovation, c'est-à-dire de booster l'innovation carrément. Merci. Alors, un autre point qu'on a creusé dans le baromètre et qui anime aussi beaucoup d'échanges au sein des entreprises, c'est les budgets. Donc, le fait de disposer d'un budget de R&D défini est moins fréquent cette année au sein des entreprises. On passe de 90% l'an dernier à 77% cette année. Et chaque année, les entreprises sont finalement de moins en moins nombreuses à s'attendre à des augmentations de budget. On est sur 57% en 2021. Alors Guillaume, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces baisses successives ou bien tu vas nous rassurer, nous indiquer qu'on doit juste y voir un épisode passager? Alors, malheureusement, Karima, la tendance, elle se confirme. 57% cette année, 62% l'année dernière, on était à 74% il y a 2 ans. Donc, il y a, je pense, alors c'est indéniable, mais il y a à minima une baisse de ce que l'on considère ou ce que l'on perçoit comme l'effort de R&D et d'innovation au sens large de son entreprise. Néanmoins, alors si je peux réinjecter une petite dose d'optimisme, cette baisse, elle est un petit peu discordante quand même, dans la mesure où nos interlocuteurs, c'est-à-dire nos contacts au quotidien de la R&D chez nos clients, partagent pas forcément nécessairement ce sentiment, même s'ils constatent quand même que le budget associé directement à la R&D, lui, pour le coup, est réellement en baisse. Je pense qu'il faut voir un resserrement des budgets sur des projets qui sont plus à même de générer du revenu. Donc, l'innovation, elle est, par conséquent, elle est plus encapsulée dans des projets qui visent un retour sur investissement plus immédiat, plus rapide. C'est de la R&D immédiatement utile qui est privilégiée par nos clients. Les conséquences, elles sont quand même donc mitigées, même si le tableau est un petit peu terni, il peut être quand même un petit peu moins pessimiste qu'il n'y paraît. Il n'y a pas forcément moins de moyens pour les équipes au quotidien, mais effectivement, il peut y avoir une érosion du sentiment d'appartenir à une entreprise innovante et ce qui peut se refléter aussi vers le marché. C'est-à-dire qu'on réoriente les budgets vers de la R&D, une innovation moins spectaculaire, moins visible. Donc, perte de vitesse sur le R de la R&D au profit du D de la R&D, plus proche du marché, ce qui est tout à fait compréhensible en temps de crise, ne serait-ce que pour la réaction initiale, mais il ne faudrait pas que ça dure. Là, ça deviendrait pour le coup vraiment inquiétant. Ce qui est aussi inquiétant, c'est que ce resserrement des budgets de R&D, il s'observe aussi très nettement sur la tranche des sociétés qui allouent de manière très consciente, de manière très pilotée, entre 1 et 3% de leur chiffre d'affaires au budget de R&D. Cette tranche, elle est très spectaculaire parce que c'est une baisse de 12 points. Donc, on peut aussi constater, alors là, c'est le constat un peu plus pessimiste, que les entreprises qui ont un vrai pilotage de leur budget de R&D et qui essaient de le maintenir stable dans le temps, et ben, c'est ceux-là aussi qui ont été très victimes de la crise. Merci Guillaume. Nous allons maintenant passer au dernier point de notre webinaire sur ce baromètre international de l'innovation. On a sondé nos répondants sur l'enseignement qu'ils ont tiré de cette pandémie. La plus grande leçon tirée, elle est qu'une entreprise doit être capable d'identifier et de réagir aux opportunités. Inversement, il est moins probable que cette pandémie les a encouragés à créer une feuille de route pour l'innovation, avec quand même 37% des répondants qui sont en désaccord. Alors Guillaume, est-ce que tous les secteurs ont vécu de la même manière cette onde de choc? Alors, 37% en désaccord, on peut mettre aussi en regard 80% des répondants
donc c'est-à-dire quasiment l'ensemble de l'écosystème, à 82%, qui ont dû s'adapter. Donc je considère qu'à la marge, c'est un carton plein et que la quasi-intégralité des répondants ont quand même jugé nécessaire de s'adapter. Moi, je ne connais pas personnellement un seul client qui n'a pas abordé à un moment ou à un autre la question du qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que je m'adapte, comment est-ce que j'adapte mon innovation, comment est-ce que je réaffine mon budget et comment est-ce que je recherche des relais de financement. Donc ça, pareil, une fois de plus, je pense qu'on l'a observé de manière quasiment universelle. À l'inverse, comme le souligne Olivier Tac, qui est responsable d'innovation de la société Bertrand dans notre baromètre édition 2022, il y a certains secteurs, dont le sien, l'automobile, qui ont dû faire face à des maintiens de programmes et de projets et faire fi de la pandémie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été initiés avant la crise. Donc, quand la feuille de route était antérieure à tous ces événements, ça leur a constitué aussi à ces sociétés-là un fil conducteur qui leur a peut-être aussi permis de mieux résister. Moi, la question qui me taraude, c'est aussi, est-ce que ces 37% de sceptiques qui considèrent qu'en fait, ils n'ont pas eu à réagir, est-ce qu'ils ne seraient pas encore un petit peu dans l'œil du cyclone? Et puis, question corollaire, quand est-ce qu'ils vont en sortir? Et puis, qu'ils vont peut-être revoir leur avis ou leur copie. Plus largement, quand on regarde le baromètre, c'est 60%, 76% de nos sondés qui sont convaincus que l'innovation par temps de crise est vitale. Et ça, je pense que c'est aussi un enseignement très très important. Ça fait écho aussi à l'ouvrage qui est paru cet été, Le génie de la crise, donc qui est porté également par l'Heming Institute et qui traite Heming Institute étant le think tank des mines, et qui traite justement de la résilience absolue par temps de crise. Donc je pense qu'il y a quand même un consensus global que c'est aussi par l'innovation qu'on s'en sort. Additionnellement, il y a 17% de nos sondés qui pensent qu'il n'est pas impératif d'innover en temps de crise. J'ai déjà eu ce type de discussion au cours de ces 18 derniers mois avec nos clients, avec nos prospects. C'est évident que la crise nous tord le bras à tous à un moment, à un endroit ou à un autre, nous tord le bras pour nous forcer à nous surpasser. Est-ce que ces 17%, ça n'est pas une catégorie qui se dit je vais essayer de m'immuniser, ou je me considère complètement immunisé parce que je fais déjà une très forte proportion d'innovation qui me permet de résister plus fortement, ou qui se considérait déjà comme totalement immunisé à tout événement extérieur. Très bien, merci Guillaume. Nous arrivons à l'issue de la présentation et je vous propose qu'on passe maintenant aux questions. On en a eu pas mal tout au long de la présentation, donc je vais les prendre dans l'ordre. On en a une au tout début, Magdalena, quand tu as abordé le marché de la Pologne. Donc, je t'adresse cette question, ouverte aussi pour les autres d'ailleurs, vous pouvez réagir. Vous avez dit que la Pologne est à la traîne dans le classement des pays innovants en Europe. Est-ce que l'introduction récente du crédit impôt recherche a changé la situation des entreprises innovantes en Pologne? Oui, merci Karima, merci pour cette question. En effet, la Pologne, et non seulement la Pologne, mais aussi l'Allemagne, ont introduit le crédit impôt recherche récemment. Je pense que pour deux pays, il est un peu trop tôt pour mesurer l'impact sur l'innovation générale. Parce qu'en Pologne, je parle pour la Pologne, le crédit impôt recherche est devenu vraiment intéressant pour les entreprises qu'à partir de l'année 2019, avec 100% de déduction des coûts éligibles. Donc, ça fait deuxième année d'utilisation pleine de cette préférence fiscale. Bon, trop tôt. Sans doute, c'est un premier pas dans la très bonne direction. On sait déjà, on observe sur notre client que les entreprises qui ont utilisé une fois le crédit impôt recherche ont quand même tendance à 90% de recourir aussi à l'année suivante. Donc, ça veut dire que la mesure est appréciée et un fort intérêt du marché. J'en profite pour vous dire que à partir de l'année prochaine, en Pologne, sur le marché polonais, on aura un nouveau paquet de crédits impôt pour les innovateurs. Et je pense que c'est une super nouvelle pour tous parmi vous qui soyez actifs sur le marché polonais.
Il y aura un crédit pour les prototypes, le crédit pour robotisation aussi, ainsi que le crédit pour les salariés innovants. Donc, on est en train de créer un écosystème de financement de l'innovation en Pologne qui peut-être, je l'espère, petit à petit va nous permettre de rattraper nos collègues innovateurs en Suède ou en France. Très bien, merci pour ces précisions et avis aux entreprises qui prévoient de s'installer et d'investir en Pologne. Voilà, ce cycle vertueux qui va commencer à se mettre en place. Donc, c'est des super nouvelles. Merci Magdalena. Une autre question sur les quick wins internationaux en matière de financement. Voilà, comment on peut rapidement déployer des actions. Je vais prendre le point, Karima. Je pense que en matière de quick win internationaux, alors déjà, ce que vient de dire Magda est important. Enfin, il y a une très forte actualité. Il y a des quasiment, alors peut-être pas tous les ans, mais très régulièrement des dispositifs qui émergent et qui naissent. Donc, je pense qu'il faut se pencher dessus parce que souvent, ça fait des très belles surprises. Je pense qu'il faut aussi, t'en parlais tout à l'heure aussi, Karima, on va relancer aussi notre benchmark international des aides fiscales à la R&D début 2022. Il faut aussi tous les ans refaire un tour d'horizon, regarder tout ce qui est disponible dans tous les pays parce que il y a une actualité fiscale et de financement qui est très forte, surtout en ce moment avec des plans de relance et des efforts gouvernementaux qui sont très importants, des dispositifs de financement direct, de subventions d'investissement locaux européens, des modifications des R&D tax incentives, des mécanismes de patent box. Donc, je pense que faire un tour d'horizon et bien vérifier qu'on est tout capté dans toutes les juridictions, en général, c'est performant. C'est rare que la pleine puissance soit atteinte, et si elle l'a été un jour, compte tenu de l'actualité des modifications réglementaires, il y a toujours un peu de marge pour aller gagner en performance. Très bien, merci Guillaume. J'enchaîne sur une troisième question. N'hésitez pas à les poser, on en a encore quelques-unes à traiter. Donc, sur les secteurs d'activité. Donc, quels ont été les secteurs les plus innovants pendant cette période de Covid-19 et quels sont ceux qui sont restés à la traîne? Oui, je prends la question, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Je pense que ce ne sera pas trop simpliste de dire que à chaque fois que nous avons à voir avec un produit concret, industriel, matériel, comme par exemple dans le secteur automobile ou machinerie, c'était très compliqué. On l'observe aussi sur les exemples de nos clients. C'est très compliqué d'innover pendant le temps de crise, pendant la pandémie, parce que souvent dans ce secteur, l'innovation passe par la phase de prototypage, par la phase de tests, d'ajustement, et c'était bien évidemment très compliqué, voire impossible pendant la crise, pendant le confinement. En revanche, le secteur comme e-commerce, communication, banque et finance, où les services sont fortement appuyés, ou sont plus fortement appuyés sur les technologies numériques, ont pu innover et aller beaucoup plus vite pendant la crise. Et ça, grâce à l'adoption massive de ces technologies numériques par les consommateurs. Souvent, il ne s'agit d'ailleurs pas de créations complètement nouvelles qui ont submergé ou apparu des zéros. Très souvent, cette base-là était déjà présente. Par exemple, pour le paiement numérique, la base technologique existait déjà depuis des années, mais c'est justement cette adoption massive par les consommateurs a permis l'amélioration, adaptation très rapide de ces outils. Pareil, par exemple, pour Big Data, on en parle depuis des années. Big Data, c'était un sujet, c'est toujours un sujet d'actualité, mais c'était déjà un sujet il y a des années. Mais c'est justement pendant la crise où ces technologies des big data ont pu être mises en place au service des business, parce que les business, les entreprises ont eu besoin vraiment de comprendre, de dénoncer des fois le comportement des consommateurs pendant la crise. Donc, voilà un peu le paysage des secteurs très simpliste, mais paysage générique en fait de secteurs qui ont pu innover vraiment pendant la crise, pour lesquels le crise était finalement un accélérateur contre justement les secteurs qui ont dû rester un peu plus calmes au niveau d'innovation pendant la pandémie. Très bien, merci Magdalena.
On passe à une autre question sur les budgets cette fois, une partie que tu avais abordée, Guillaume. Sachant les importants investissements industriels qui ont été réalisés par les entreprises, notamment grâce au plan de relance, pensez-vous que cela aussi impactera le budget de R&D en 2022-2023? Alors, Oui, vas-y, Guillaume. oui, indéniablement, hein. Enfin, je veux dire, on est sur des mécaniques qui prennent plusieurs années, donc on est sur des plans d'investissement longs. Oui, la modification de la dépense et de l'investissement était importante. Je pense qu'il y a eu une phase aussi où il y a beaucoup d'entreprises qui ont arrêté leur plan d'investissement, qui les ont un peu gelés dans l'attente de voir comment allaient se matérialiser les plans de relance et toutes ces aides de modernisation, d'investissement, de CAPEX, ainsi de suite. Donc, oui, je pense que durablement, même si ça n'est que transitoire, la transition, oui, au moins jusqu'à 2023, ça c'est absolument indéniable. Alors, je ne me souviens plus quelle était exactement la question, mais si à horizon 2022-2023, peut-être même jusqu'à 2025 largement, les modèles de financement, enfin d'investissement, de financement de la R&D, c'est-à-dire très en amont, très prospectif, et puis très dans le quotidien aussi de la R&D, oui, ils sont profondément, pour l'instant, ils sont profondément chamboulés. Bruno, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Oui, oui, je pense malgré tout que les entreprises vont pas compromettre si massivement que ça les budgets de R&D et qui vont continuer à innover. En tous les cas, c'est ce qu'on perçoit aujourd'hui chez nos clients. Alors, je comprends la question, en fait, c'est qu'on a beaucoup investi dans l'outil industriel. Du coup, est-ce que ça va pas être de l'argent qui sera pris sur les budgets de R&D? Si c'est ça, je pense que ça peut être une tentation, mais je pense pas que ça se passera comme ça. Et je pense surtout que on a encore beaucoup d'aides à activer pour aller chercher des financements, que ce soit sur l'outil industriel ou sur la R&D. Hein. Notre président intervenait ce matin et annonçait le déploiement des 30 milliards complémentaires sur le plan de relance. Donc il y a encore énormément de choses à faire pour financer toutes les bonnes initiatives liées à l'innovation et à la R&D. Et donc aujourd'hui, je ne perçois pas quand même une chute massive des budgets de R&D en 2022 et 2023. On a en plus toute la partie programme Horizon Europe qui repart fort depuis après les vacances là. Donc je pense qu'effectivement il y a des financements à trouver pour pouvoir continuer à répondre aux besoins d'innover toujours plus aujourd'hui dans tous les pays européens et à travers le monde. Oui, je Très voulais bien. peut-être Oui, vas-y Magdalena. un point pour la Pologne, parce que je pense qu'on est dans la situation un peu spécifique. Donc, déjà, le plan de relance en Pologne est assez chimérique, on va dire ça comme ça. On est sûr de rien. Vous savez, par exemple, que Next Generation Grants pour la Pologne, pour le moment, ont été gelés, en fait, au niveau de la Commission européenne. Donc, je pense que, bon, déjà, l'utilisation du plan de relance dans plusieurs pays européens était assez compliquée. Je pense que la Pologne n'était pas une exception là-dedans. Et donc, mon impression, c'est que les entreprises comptent vraiment beaucoup sur leur propre budget quand même. Hein. Donc, pour innover, il faut avoir un budget interne prédéfini et que le plan de relance, avec les subventions, avec toute aide qui puisse exister pour les entreprises innovantes, c'est juste un plus, un coup de boost par rapport au budget déjà prédéfini à l'interne. Et je pense que cette tendance-là va perdurer pour la Pologne. On espère tous que le Next Generation Grants va être finalement accepté et que l'argent va venir aider les entreprises polonaises qu'il aille plus vite. Mais comme l'environnement du marché n'est pas très sûr, très stable en ce moment, oui, il vaut mieux compter sur soi. C'est ça un peu le mindset des entreprises, des entrepreneurs polonais. Merci Magdalena. On voit bien que d'un pays à un autre, les perceptions sont aussi différentes et les vécus sont différents. On arrive à la fin de ce webinaire. On a bien tenu le timing, y compris avec les questions, donc ça c'est super. Nous vous remercions pour votre attention durant cette session et votre participation active. À l'occasion de ces échanges, vous avez pu prendre connaissance des nouvelles tendances liées aux stratégies d'innovation dans
dans 15 pays. On vous propose maintenant de télécharger le 3e baromètre international de l'innovation. Vous pouvez le faire tout de suite après ce webinaire. Vous avez pu en exclusivité prendre connaissance des résultats de ce baromètre pendant ce webinaire. Et là, dans quelques minutes, vous pourrez le télécharger sur notre site internet et le lire tranquillement au bureau ou à la maison. Donc, si vous vous joignez à moi, on peut remercier tout le monde et vous dire au revoir. À très bientôt. Et merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir, merci. Merci.